Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de la chute de l'euro qui n'en finit plus. On vient d'atteindre les 1 dollar pour un euro, exactement un plus bas depuis le 5 décembre 2002. Et donc bien sûr beaucoup de questions se posent. Est-ce que ça va durer? Quelles vont être les conséquences sur notre quotidien, sur notre consommation, sur l'inflation, sur notre épargne également? Et puis une dernière question, peut-être la plus importante, est-ce que cette baisse de l'euro n'est pas un signe avant-coureur de la fin de la zone euro? Certains vont trouver ça peut-être un petit peu excessif, mais c'est vrai que j'avais écrit un livre en 2012, il y a déjà plus de 10 ans, avec un titre qui était très simple, Quand la zone euro explosera. Et donc j'expliquais ce qu'il fallait faire pour éviter justement d'en arriver là. Et malheureusement, comme on a fait exactement l'inverse, eh bien voilà, nous sommes aujourd'hui au bord du gouffre. Et donc c'est vrai que la probabilité d'une fin de la zone euro n'a jamais été aussi élevée. Alors on va voir pourquoi, bien sûr, et puis quelles seront les conséquences, bien entendu, si l'euro explose demain pour nous, pour notre épargne, pour l'avenir finalement de nos enfants. Donc on va essayer de répondre à toutes ces questions, évidemment avec des graphiques réalisés sans trucage, comme d'habitude, en toute indépendance. Je sais qu'il n'y a plus beaucoup d'économistes indépendants aujourd'hui, mais on va essayer de le rester en tout cas. C'est très important de dire les choses, de dire la vérité. Non pas pour faire peur, mais juste pour alerter, pour prévenir, pour éviter justement d'avoir à subir les erreurs de nos dirigeants politiques et monétaires. Depuis tant d'années, malheureusement, on voit où ça nous mène aujourd'hui. Alors on va commencer avec un premier graphique très simple. Voilà, c'est l'évolution de l'euro-dollar, et notamment cette descente aux enfers tout dernièrement. Donc on voit que nous sommes bien sur un plus bas depuis 2002, depuis la fin 2002. Alors on se souvient qu'en 99, c'est vrai qu'à l'époque, l'euro, on a testé un petit peu, les Américains avaient peur de l'euro, et donc ils ont fait en sorte que l'euro baisse. Donc il est tombé même à 0,83 $ pour un euro. Après, effectivement, il a repris du poil de la bête. Mais néanmoins, eh bien, aujourd'hui, 20 ans plus tard, finalement, on se rend compte que autant il y avait le bénéfice du doute en 2002, autant aujourd'hui, il n'y a plus de doute. On a vu malheureusement que la zone euro n'a pas été capable de produire les effets bénéfiques qu'on en attendait, et donc aujourd'hui on a cette baisse de l'euro qui est justifiée pour des raisons économiques, on va le voir tout de suite, mais également à cause d'une crise de confiance. Donc déjà on va voir les raisons économiques. C'est vrai que la récession est en train malheureusement de revenir dans la zone euro. Alors tous les indicateurs avancés le montrent. Là on a par exemple l'indicateur des directeurs d'achat, donc pour l'instant on n'a que le mois de juin. Donc vous voyez, ça c'est le PIB, c'est en bleu, le directeur d'achat c'est en rouge, donc on nous dit qu'on va aller vers 0% de croissance en glissement annuel dans les prochains trimestres. Les autres enquêtes du mois de juillet, pour l'instant il n'y en a que deux. L'enquête Sentix, donc de confiance des investisseurs dans la zone euro, la courbe rouge, et bien voilà, ça s'effondre. Alors c'est pas encore un plus bas depuis la pandémie, mais néanmoins, on voit bien que le PIB, la courbe bleue, pourrait assez rapidement tomber. Alors dernière enquête qui vient d'être publiée aujourd'hui même, le 12 juillet, et donc on voit alors là, c'est l'enquête donc ZW, donc l'indice de sentiment économique, et on est sur des plus bas, vous voyez, depuis 2011, la dernière crise justement existentielle de la zone euro. À l'époque, on croyait que la Grèce allait quitter la zone euro et que la zone euro allait exploser. Et après, il faut remonter évidemment à la faillite de Lehman Brothers. Donc on voit bien que là, on a donc enfoncé le plus bas de la pandémie. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que si la courbe bleue descend aussi bas, nous avons bien un risque de récession dans la zone euro qui est peut-être déjà, d'ailleurs, commencer, il faut bien le savoir, sachant qu'on a d'ores et déjà des chiffres très mauvais sur l'activité économique, par exemple les soldes commerciaux. Alors nous, notamment en France, déficit commercial record, double déficit et double record. Déficit donc mensuel, 13 milliards d'euros, on n'avait jamais vu ça sur le mois de mai, et sur 12 mois, donc sur un an, 113,9 milliards d'euros de déficit, quasiment 114 milliards d'euros de déficit extérieur de la France, c'est du jamais vu, et donc malheureusement ça ne va pas tellement s'améliorer, la facture énergétique, et puis également on a du mal à exporter. À l'arrière, j'ai envie de dire, nous on est habitués. Ceux qui ne sont pas habitués, ce sont nos amis allemands. Et oui, et eux aussi, regardez, là aussi ils ont fait eux habitués pourtant aux excédents commerciaux, pour la première fois de leur histoire, ils ont fait un déficit mensuel d'1 milliard d'euros. On le voit ici, alors on a effectivement, vous voyez en 91, léger déficit sur quelques mois, c'était après la réunification, mais néanmoins, là on est sur du jamais vu. Donc c'est la grande question. Si l'économie allemande, qui est la locomotive de la zone euro, s'arrête, eh bien l'ensemble du train va s'arrêter. Et donc si les Allemands ont des difficultés, ils ne seront plus à même de financer les erreurs des autres pays comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Donc ça s'annonce compliqué. Et puis surtout, c'est vrai que quand on dit que l'euro baisse, on se dit c'est une bonne nouvelle, parce que ça va permettre d'exporter davantage, les touristes américains vont davantage venir chez nous, ils vont dépenser plus, c'est sûr, mais malheureusement ces avantages sont compensés, plus que compensés, par un énorme inconvénient qui est
l'augmentation de l'inflation. C'est-à-dire que quand l'euro baisse, ça augmente le prix des produits importés, donc ça alimente l'inflation. Et comme on le voit bien, un record absolu, 8,6% d'inflation dans la zone euro au mois de juin, et malheureusement, cette hausse de l'inflation, à cause de la baisse de l'euro, va continuer. Et le drame, c'est que malgré tout cela, la Banque Centrale Européenne reste aveugle et sourde. Elle ne veut toujours pas remonter les taux d'intérêt. Alors, elle a dit qu'elle allait le faire au mois de juillet, 25 points de base, ok, très bien, mais regardez l'objectif d'inflation de la BCE, c'est 2%. On est à 8,6%. Donc là, il n'y a pas photo, comme on dit. Effectivement, on a un écart énorme, et pourtant la BCE ne réagit pas. Elle est complètement larguée. Elle perd évidemment en crédibilité. Et là aussi, comme les Américains, eux, ont remonté le taux d'intérêt alors que nous, on n'a rien fait, eh bien, ça a créé un écart de taux d'intérêt à l'avantage du dollar. Donc, on le voit aujourd'hui. Donc, l'euro est rémunéré toujours à 0% sur le monétaire, alors qu'aux États-Unis, on est à 1,75%, ce qu'on appelle du carry trade en anglais. Ça veut dire qu'on s'endette à 0 en euros, on place instantanément en dollars à quasiment 2%, sans risque. En plus, il y a un effet change. Donc, c'est ce qui alimente, évidemment, la hausse du dollar. Mais le problème, c'est que l'euro baisse par rapport au dollar, mais pas seulement par rapport au dollar, par rapport à toutes les devises. Par exemple, vous voyez ici le franc suisse. On est donc sous la parité avec le franc suisse, et ça s'est très rarement observé. Et même, regardez, on est sur un plus bas historique. L'euro n'a jamais été aussi bas par rapport au franc suisse. Et donc, ce qui veut dire que ce n'est pas simplement un problème avec le dollar, c'est un problème de confiance dans l'euro et dans la zone euro. Même par rapport au rouble, vous voyez qu'on était censé décimer, entre guillemets. Eh bien, là, on voit bien le rouble, donc au début d'année, il était à 84 roubles pour 1 euro. Ensuite, évidemment, avec la guerre en Ukraine, il est monté à 127, donc dépréciation forte du rouble, et puis maintenant ça y est, on est tombé même à 54,3, maintenant on est à 59,2 au moment où nous parlons, donc ça reste des plus bas pour l'euro depuis janvier 2015 à peu près, et donc des plus hauts pour le rouble. Donc on voit bien qu'on a cette crise de confiance qui est en train de s'installer. Pourquoi? Bien parce que justement la zone euro n'a pas tenu ses engagements. Tous les pays de la zone euro qui devaient justement créer ce qu'on appelle une zone monétaire optimale, en harmonisant les conditions réglementaires, en harmonisant les conditions du marché du travail, les fiscalités, tout ça on l'a complètement oublié. Même on a été au-delà, c'est-à-dire qu'on devait limiter les écarts de dette publique et on les a explosés, entre guillemets. Il n'y a pas eu bien sûr de budget fédéral, hein. Loin s'en faut. Et donc voilà, là c'est la conséquence, l'une des conséquences du coronavirus, hein, mais il a abandonné le coronavirus, il n'y a pas que ça bien entendu. Donc on a des pays qui ont complètement dérapé sur la dette publique, notamment bien sûr la Grèce, 200% du PIB, l'Italie, le Portugal, l'Espagne et la France, et d'autres pays qui ont fait des efforts. Et c'est là où ça ne fonctionne plus, puisque tous ces pays qui ont fait des efforts, qui aujourd'hui ont des difficultés, hein, évidemment, face à l'inflation, etc., ne sont plus prêts, ces pays-là, à financer les erreurs des autres pays. Et donc, c'est ce qui fait que la zone euro, aujourd'hui, est en danger. Et si on regarde bien sur les taux d'intérêt, notamment des dettes publiques, eh bien, vous avez là le taux italien, le taux grec. Donc, en Grèce, on est monté à 4,7% sur le taux 10 ans. Ça rebaisse un petit peu, pareil pour l'Italie, mais on est quand même autour des 3,2, 3,5%. Malgré ce qu'a annoncé la BCE en disant, ben voilà, on va vous soutenir, vous les Italiens, vous les Grecs, même si vous avez fait des erreurs, c'est pas grave, on est là. Et donc là, attention, on donne une prime aux mauvais élèves, et donc les Allemands ont commencé à dire non, du moins nein, hein, c'est ce qu'a dit effectivement le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, qui a dit non, on n'accepte pas justement que la BCE, ce n'est pas son rôle, soit derrière pour justement financer ces dettes publiques qui, justement, des pays n'ont pas respecté leurs engagements. Et donc c'est là où, comme la BCE est la gardienne du temple, si au sein même, je dirais, de la gardienne du temple, il n'y a plus, je dirais, de cohésion, alors là, où va la zone euro? Alors en plus, on a des écarts dramatiques, notamment en termes d'aide publique, entre la France et l'Allemagne. Vous savez que ce qui fait avancer la zone euro en permanence, c'est le couple franco-allemand. Et là, le couple franco-allemand, il bat de l'aile de plus en plus. Donc là, on voit bien l'évolution de la dette publique française et allemande. Française, c'est en bleu, allemande, c'est en rouge. On voit bien que nous, les Français et les Allemands, on était sur un pied d'égalité, on va dire, jusqu'en 2010-2011. Et puis, arrive 2012, et là, il y a un choix politique. En Allemagne, on dit qu'il faut absolument réduire ce poids de la dette par rapport au PIB, donc on a même fait des excédents publics et on a fait de la croissance, donc ça a fait baisser la courbe rouge, alors que nous, hein, François Hollande et tutti quanti, y compris Emmanuel Macron par la suite, eh bien non, on va continuer d'augmenter la dette. Et donc ce qui fait que quand arrive le Covid, alors là évidemment tout explose, et on est aujourd'hui sur une dette publique de 115% du PIB, bientôt 120% en France, contre 70% en Allemagne. 50 points d'écart, et ça ne passe plus. Les Allemands ne sont plus prêts à l'accepter, et donc c'est pourquoi les taux d'intérêt augmente, hein, le taux d'intérêt des dettes publiques, notamment françaises. Alors c'est vrai qu'on était monté à 2,4% en mi-juin, depuis l'annonce de la BCE ça baisse, c'est vrai, mais on est encore à 1,7% au moment où nous parlons, donc il y a toujours un écart par rapport au taux d'intérêt allemand, justement, on le voit ici, ça c'est l'écart entre le taux d'intérêt à 10 ans français
par rapport au taux d'intérêt allemand. On est aujourd'hui entre 50 et 60 points de base. Vous voyez, c'est quand même des niveaux qu'on a rarement atteints. On les atteint quand il y a des crises, hein, généralement. Il y a quelques mois, quelques trimestres, on était encore autour des 0%. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une prime de risque qu'on met, y compris sur la France, par rapport à l'Allemagne. Donc dans ce contexte, qu'est-ce qui peut sauver ou pas la zone euro? Bien, en fait, l'avenir de la zone euro dépend de 4 clés. La première, c'est qu'effectivement, on a cette divergence des politiques budgétaires entre donc des États qui font des efforts et puis d'autres qui n'en font pas et qui veulent continuer justement à augmenter leur dette publique. Et ça, les pays sérieux, entre guillemets, n'acceptent plus ces dérapages et ne veulent plus financer ces dérapages. Alors évidemment, on l'a fait pour la Grèce, mais la Grèce, c'était 350 milliards d'euros de dette. L'Italie, c'est 2800 milliards. La France, c'est bientôt 3000 milliards. Donc là, c'est pas du tout le même ordre de grandeur. Donc on ne pourra pas sauver de nouveau ces pays-là comme on a pu sauver la Grèce. Et puis surtout, on n'en a pas les moyens. Donc ça, c'est évidemment un grand danger. La zone euro n'est pas cette zone monétaire optimale. Deuxième danger, je l'ai évoqué, les dissensions au sein de la BCE. Madame Lagarde dit, bon, on va quand même sauver, je dirais, les pays en difficulté, on va acheter leur dette publique. Alors, c'est pas dans son rôle, hein. Bon, l'article 105, justement, qui décrit je dirais, les missions de la BCE, dit bien qu'elle doit absolument limiter l'inflation et soutenir la croissance si cela ne contrevient pas à l'objectif de l'inflation. Sauf qu'aujourd'hui, on a 8,6% d'inflation, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas continuer à acheter ses dettes publiques. Donc, c'est pourquoi les Allemands disent non. Hein, encore une fois, ils disent nein. Et malheureusement, ça montre qu'au sein même de la BCE, il y a cette tension qui peut justement faire exploser la zone euro. Troisième point, eh bien, il n'y a plus de leader charismatique. Jusqu'à présent, Mme Merkel a constamment sauvé la zone euro. Même, on se souvient, au début de la pandémie, enfin, du moins à l'été 2020, il y avait la cour de Karlsruhe en Allemagne qui avait dit que la planche à billets donc, de la BCE n'était pas conforme à la constitution allemande. Puis on a calmé le jeu, Mme Merkel était là, finalement tout s'est bien passé. Aujourd'hui, est-ce que le remplaçant de Mme Merkel fera la même chose? C'est loin d'être assuré, loin s'en faut. Et qui pourrait justement prendre le leadership de la zone euro? On voit que M. Macron a des petits problèmes effectivement de politique politicienne en France. Mario Draghi pourrait éventuellement, mais bon, en Italie aussi on a des grandes difficultés également sociales et sociétales. Donc il n'y a pas de leader charismatique qui pourrait justement sauver la zone euro. Et puis dernier point, on a malheureusement un sentiment europhobe qui s'est développé depuis des années dans la zone euro. On n'a pas arrêté de dire qu'évidemment s'il fallait faire des efforts, c'était à cause de Bruxelles. En fait, pas du tout. Hein. S'il faut réduire notre dette publique, c'est pas pour Bruxelles, c'est pour nos enfants, pour éviter de leur laisser un boulet dramatique. Et donc c'est pourquoi, malheureusement, on n'a pas pris ces mesures. Et donc, aujourd'hui, on a cette difficulté avec un sentiment europhobe qui s'est installé. Donc, on ne voit pas comment on pourrait sauver cette zone euro. Donc, je suis désolé de le dire, mais si on ne fait rien, eh bien, d'ici 2025 au plus tard, la zone euro telle que nous la connaissons aura certainement disparu. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Malheureusement, il y aura une crise financière type 2008, mais puissance 20, parce que là, ce n'est pas une banque qui va faire faillite, ce sont des États, puis des banques de ces pays-là. Donc ça va être évidemment un capharnaüm, avec derrière une flambée des taux d'intérêt, des dettes publiques, mais également pour les entreprises, pour les ménages. Donc ce qui va générer également donc, un effondrement de l'investissement, un effondrement des marchés boursiers, et puis bien sûr une récession dans la zone euro, et puis à travers le monde. Bon, j'imagine que nos amis, entre guillemets, chinois, indiens, russes et américains vont, comme d'habitude, s'en sortir bien mieux que nous. Et on sera toujours les dindons de la farce, mais néanmoins, on aura cette récession. À partir de là, il faudra savoir, soit on redémarre sur des bases plus saines, ou alors on s'enfonce, je dirais, dans la crise. Et pour redémarrer, il faudra créer une nouvelle zone euro. Donc celle qui était prévue dès le départ, c'est-à-dire en petit comité, avec 6-7 pays, et ensuite, effectivement, on pourra élargir, ce qui permettra justement d'avoir ce budget fédéral, d'avoir l'harmonisation des conditions fiscales, réglementaires. C'était ce qui était prévu au départ, mais malheureusement, on ne l'a pas fait. Hein, on a voulu faire le 3e ou 4e étage avant d'avoir terminé les fondations. Moyennant quoi, la zone euro, c'est devenu effectivement la tour de Pise. Donc, si ce mal pour un bien, entre guillemets, si la zone euro disparaît, peut-être qu'on fera une nouvelle zone euro avec justement des pays qui le méritent. Espérons simplement que la France sera dedans. Puis ensuite, il y aura peut-être une 2e zone euro où là, ces pays pourront rentrer ensuite dans la vraie zone euro, la zone euro premium, si et seulement si ils respectent les règles. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de pain sur la planche, donc je voulais quand même terminer en vous souhaitant bon courage. On peut encore effectivement s'en sortir, on peut encore sauver la zone euro. Les crises sont toujours des phases d'opportunité, donc il ne faut pas paniquer, mais néanmoins aujourd'hui, nous ne faisons que payer malheureusement les erreurs de toutes ces années de nos dirigeants qui malheureusement n'ont pas fait en sorte que la zone euro soit une terre de croissance forte, une terre crédible. Donc c'est pourquoi cette baisse de l'euro reflète cette défiance dans la zone euro. Donc espérons que pour une fois, nous saurons collectivement prendre les bonnes décisions. C'est tout le mal qu'on peut nous souhaiter. Merci beaucoup, portez-vous bien et à très bientôt.